Oui, le fait d'être pris comme ça dans un mouvement spontané et citoyen, eh bien ça m'a plu. J'ai rencontré des gens, j'ai été mettre des affiches avec certains, mais bon, je ne suis pas fait pour ça. J'ai 68 ans de ma vie, je n'ai jamais participé à aucun mouvement collectif, ni quoi que ce soit, ni syndicat, ni tout ce qu'on veut. Mais quand ça touche la vie des gens, la réalité des gens, eh bien, je crois que le citoyen doit réagir. Mais d'abord, il y a de l'ignorance, on ne sait pas. Hein. Mais alors, une fois qu'on sait, on ne peut pas être hypocrite et faire semblant que ce sont d'autres qui se chargeront. Et c'est ça qui s'était très bien ici dans ce groupe, c'est que c'est parti de la base, sans grand meneur, sans grand mot d'ordre, mais ce sont toutes des petites énergies qui se sont aidées, quoi. Et qui ont distribué, qui ont fait ceci, cela, d'autres plus, d'autres moins. Mais bon, si j'ai des petits-enfants, j'ai pas envie que dans 20 ans, ils peuvent plus vivre ici parce que tout est pollué, quoi. Dans l'historique de toute cette histoire-ci, la première étape, c'est Vigilance JV qui le fait. Ils sont au courant, ils fouillent, ils enquêtent d'une façon professionnelle. Mais la population ne suit pas. Ils sont 5, 6, peut-être 10, j'en sais rien. Non, je ne crois pas qu'ils ont été 10 au début. C'est un tout petit groupe, une petite cellule. Puis c'est la Belgique. La Belgique qui ne s'est pas retenue, qui n'avait rien à perdre, parce qu'elle n'avait pas les mains liées avec les autorités françaises. La Belgique y a été à fond. À ce moment-là, et j'y vais, et grâce à ça, Vigilance JV a enfin trouvé des gens qui répondaient à leur panique, quoi, à leur constat. Les réunions en Belgique, ça leur a redonné du moral, quoi. En se disant, merde, il y a 50 personnes ici pour un petit village d'Agimont, ça veut dire que. Donc, grâce à la réaction du côté belge, ça a redonné du courage aux Français. Mais le départ, c'était la France. Ce qui est quand même dommage, c'est que localement, les élus ont soutenu le projet en essayant toujours de faire pencher la balance d'un côté et n'ont pas respecté le côté contradictoire qu'il doit y avoir dans toute affaire. Et à cet égard, n'ont pas représenté du tout les gens qui les avaient élus. Non seulement les gens qui les avaient élus, voilà, donc l'essentiel de leur population, qu'à partir du moment où on est élu, on représente tout le monde. Ils n'ont pas été à l'écoute. Alors, bien sûr, il y a des craintes, mais ne serait-ce que des questions. Botter en touche et s'en remettre systématiquement aux décisions de l'État au niveau réglementaire et sanitaire, c'est pas suffisant. C'est pas une attitude d'un élu responsable. Il faut quand même qu'il soit au milieu de tout ça, informé, écoutant, et qu'il puisse aussi avoir son libre arbitre et pas dire moi, après tout, je sais pas, je m'en remets aux autres. C'est pas une réponse responsable. Donc, on a voulu alerter les gens. Le rôle de vigilance, c'était pas de s'opposer pour s'opposer. Le rôle de vigilance, c'était qu'il y ait un moment démocratique, que les gens s'intéressent à ce projet et participent à l'enquête publique. Et de faire un contrepoids à ce qui nous semblait être une autoroute politico-industrielle avec des intérêts qu'on ne cerne toujours pas d'ailleurs. Pourquoi est-ce que certains élus sont allés billes en tête soutenir des projets comme ça? Et pourquoi ont-ils persisté ici? Pourquoi persistent-ils encore d'ailleurs? Mais c'était pas un mouvement comme on a eu, moi j'ai connu 68, c'était pas un mouvement de gauchistes. Et il n'y avait rien de politique dedans non plus, on pouvait être n'importe quelle opinion. Politiquement, c'est ça la politique, c'est que le citoyen puisse dire non, puisque tous les relais, maires, députés et tout ça, ils disent plus non. Mais je ne veux pas dire qu'on doit prendre la place des politiques ou d'être politique, mais que les politiques sentent qu'on ne peut plus tout faire ce qu'on veut. Eux donc, qu'ils ne peuvent plus faire tout ce qu'ils veulent.
qu'ils ont derrière une opinion publique qui est quand même mieux informée et qu'il faut peu traiter cette opinion publique comme des ignorants et des dictates, quoi. Hein. Parce qu'ici, j'y vais, c'était un diktat. Hein. Ça passait, c'était fait. Et ça, je trouve que ce qui était bien dans ce mouvement, on n'avait pas d'opinion politique, il n'y avait pas de leader. Mais loin de moi penser qu'on arrivera à quelque chose, hein, mais il fallait, moi je trouve qu'il fallait le faire. Mais moi, ce que je veux simplement souligner, c'est la bonne entente du côté belge, hein, qui était même pas, c'était au-delà de la politique, c'était au niveau des individus, quoi. Tu as une masse de population de tous les horizons, hein, qui se sont assemblés, puis jamais il a été question de politique. Tout le monde a parlé du même projet, l'environnement et toutes les répercussions qu'on aurait sur notre santé. Et c'est ce que j'ai trouvé beau en Belgique, c'est que justement, il y a eu une sorte de solidarité qui allait au-delà de tout ça. Ça n'a été repris par aucun parti. Ouais. Même au niveau communal, si ça a été un petit peu reporté, mais je me dis que c'est pas la fin du monde parce que finalement, je pense que chaque personne qui a signé, peu importe de quel courant politique il est, ben c'est la preuve que tout le monde y a signé, quoi. On a eu rarement des refus, hein, de gens qui ont signé la pétition. Même des gens qui venaient pas d'ici, qui la signaient. Ben, j'ai été faire signer les pétitions autour de moi. J'en ai peut-être fait signer une centaine à mon petit niveau. Hein. J'ai été voir mes voisins, un magasin à gauche et à droite, à l'école, hein, là où mes enfants sont. Mais j'ai aussi, j'aime pas ça dire ma petite personne a simplement convoqué une fois la RTBS qui sont venus faire un article pour faire un peu informer ce qui se passait. J'ai envoyé des documents à toutes les services de presse que je connaissais. J'ai fait tout ça, quoi. Mais c'est pas moi mais non, mais c'est pas moi qui est allé se geler derrière pour aller mettre les panneaux, par contre, à gauche et à droite, qui a dépensé mon essence pour aller mettre ça. Mais je trouve que chacun a fait quelque chose et on avait toute la bonne cause. C'est pour ça que je dis qu'il y a une population qui s'est réveillée. Et même toutes les personnes qui ont mis l'affiche à leur vitrine, quoi. C'est un petit peu dommage aussi qu'au niveau giftois, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « t'as raison de faire ça. T'as raison, pour nous c'est pas un bon projet, mais on signera pas ta pétition, on n'ira pas mettre une note sur le cahier, on n'ira pas faire une remarque parce que tu comprends, on serait susceptible d'avoir des pressions diverses et variées parce que j'ai de la famille qui travaille à la mairie, à la communauté de communes. » Et donc, les craintes de ces gens-là, elles sont aujourd'hui, a posteriori, pour moi, totalement infondées. C'est totalement adémocratique d'avoir cette attitude-là, c'est non démocratique, c'est une attitude pusillanime qu'il faut dénoncer. Il faut dire aux gens qui ne doivent pas avoir peur. C'est pas parce qu'un jour on met une casquette en disant non, ben voilà, on peut avoir une opinion sur un projet sans pour autant rentrer dans une opposition globale à telle ou telle personne. On a cultivé chez les gens cet esprit de dépendance, à un tel point que maintenant ils deviennent dépendants même de leur liberté, de leur opinion et de pensée. Ils font le parallèle entre l'un et l'autre parce qu'ils peuvent avoir un jour besoin d'un emploi, ils peuvent avoir besoin d'un petit coup de main, besoin de faire une demande auprès d'une autorité municipale qui soutient le projet et qui verrait à ce moment-là d'un mauvais œil telle ou telle demande, se voir refuser une demande sur la vie municipale ou la vie de la communauté de communes. Ou un emploi ou autre, ou une subvention. Mais ce sont des craintes qui sont dans un système démocratique totalement infondé, mais on ne retire pas ça de la tête des gens. Une des grandes leçons, un des grands progrès qui a été fait localement, c'est que justement, ça a été un grand moment d'expression publique, je trouve libre, pas pour tous, malheureusement, mais il faut que la Belgique nous a donné une grande leçon de ce point de vue-là, une fois de plus. Dès le moment où nous avions pris notre position au niveau du conseil communal, je ne vois pas pourquoi on allait empêcher une manifestation citoyenne de s'exprimer. Ça me paraissait tout à fait logique. Et alors pourquoi on allait commencer à faire la chasse à un panneau non réglementaire dans ce contexte-là? Franchement, on n'y a même pas pensé. À faire enlever ces panneaux. Oui, c'est vraiment pinailler pour des détails, je trouve, parce que c'était pas un combat gagné d'avance. Hein. On
n'était pas spécialement optimiste dans un premier temps. C'était, enfin, le petit voisin belge mis encore une fois devant le fait accompli, qui vient empêcher un groupe financier soutenu par les autorités de JV dans un premier temps, puisque, même si je m'entends avec mon homologue Claude de JV, sur ce dossier-là, il n'était pas tout à fait correct, je veux dire. Tous les arguments réalistes, objectifs, il les balayait du revers de la main. Je pense qu'il en avait fait un fer de lance politico-électoral, j'en sais rien. Et donc, c'était pas gagné d'avance. Sur le projet proprement dit ici, moi je suis content qu'il y ait eu cette mobilisation citoyenne. Parce que des élus, vous savez, pouvaient prendre une motion à la commune, on est contre, on a fait son boulot. Bof, c'était pas suffisant. Il fallait qu'il y ait, à mon avis, l'aspect politique des choses, en interpellant tous les responsables. Mais avec ça, la mobilisation citoyenne, et évidemment aussi, chapeau à l'association Vigilance JV, mais ça contraint les promoteurs à sortir de l'image initiale qu'ils voulaient présenter. Donc, c'est une excellente chose sur un dossier comme celui-là, en tout cas. Sur l'incinération en général, ça... Je vais enregistrer. Non, je suis blague. Ça, non, c'est autre chose. Eh bien, on avait justement, pas simplement nous, mais l'association auquel on avait adhéré d'ailleurs, ça s'appelait l'association à la coordination nationale contre l'incinération. Donc il y a tout un mouvement contre l'incinération. Et on y a adhéré, et eux, à l'occasion des élections législatives, avaient interrogé tous les candidats qui se présentaient aux élections législatives. Donc nous, on l'a fait ici, sur nos candidats, mais ça a été fait au niveau national pour qu'ils prennent position. Et bon, maintenant, je pense que maintenant qu'une grande partie a été élue de ceux qui s'étaient prononcés contre, espérons qu'ils vont faire des lois pour réduire l'incinération. C'est vrai que on a l'exemple de l'Allemagne, où ils en ont beaucoup moins que nous, et on a certaines communes où ils ont réussi uniquement par une politique de réduction des déchets, par exemple installer des composts pour les gens, mais aussi dans les grands ensembles, etc., à réduire, mais vraiment beaucoup, la production de déchets. Donc on prend des risques, au lieu de se défier de ce qui n'est pas connu, on se repose sur ce qui est connu. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas de principe de précaution à cause de ça. Et bon, voilà, les incinérateurs, c'est un bon exemple, puisque on a dit qu'ils étaient il n'y avait pas de problème, etc. Jusqu'au moment où il y a eu des problèmes. On s'en est rendu compte, on se rend compte que on a fait des incinérateurs qui étaient plus sûrs. C'est ce qu'on nous a sorti ici, que maintenant, il n'y avait plus de problème avec les incinérateurs. Jusqu'au prochain problème. Quand on s'apercevra dans 20 ans qu'il y a toute une génération qui a des maladies, etc., et que ça vient peut-être de là, hop, on fera des incinérateurs encore plus sûrs. Mais alors, quoi? On est toujours dans cette logique de, au lieu de prendre le principe de précaution, on démarre jusqu'à ce qu'il y ait un problème, et ça ne va pas, quoi. Il y avait des gens qui se foutent complètement de l'humain, à se demander s'ils sont humains eux-mêmes, parce que je ne comprends pas toujours très bien comment il y a des gens qui font des saloperies pareilles sans se rendre compte qu'ils sont dans le même bain. Ils sont dedans aussi, ici la branche sur laquelle ils se trouvent, quoi. Comment les politiciens locaux peuvent-ils accepter un tel projet? Ils voient y arriver des beaux monsieur, costume cravate, parlant bien, leur offrant un bon repas, parlant de millions, donc peut-être, probablement, honnêtement, ils croient qu'ils ont raison, parce que ces décideurs locaux n'ont pas la sagesse aussi de demander conseil à des gens qui ont étudié ces domaines. Et puis bien souvent, ces décideurs locaux qui nous installent des usines bien polluantes, ne pensez pas qu'ils vont passer leur retraite chez nous. Ils ont des villas dans des endroits paradisiaques très très loin d'ici, et la pollution locale, c'est pas leur problème. Ils se sentent complètement irresponsables, mais on devrait les traîner devant la Cour internationale de La Haye. Mais on devrait les traîner devant la Cour internationale de La Haye. Mais on devrait les traîner devant la Cour internationale de La Haye.
Au sujet de l'importation des déchets, la France est une grande spécialiste. Et alors, curieusement, on installe ces usines près des frontières. Il y en a une à Bourg-Fidèle qui est quand même pas mal, assez proche de la Belgique, hein, à une dizaine de kilomètres. Et là, à Givet, on était encore plus près de la Belgique. Givet est enclavé dans la Belgique. Donc, alors on va toujours venir avec de tels toxiques, mais au bord des frontières. Hein. C'est un trafic de déchets qui rapporte une fortune. C'est de l'argent sale. Pour moi. Les autorités sont sont soumis au lobby. Ils sont complètement rampants devant les industriels pollueurs, par exemple. Hein. Ils acceptent tout, ils ne lisent pas les dossiers, ils parlent sans savoir. Ils n'ont jamais vu un dossier. Vous savez, les politiques dans la région de Bourg-Fidèle, hein, ils parlaient à tort et à travers. Écoutez, c'est incroyable. Ils dénonçaient même la justice de faire son travail. Ils se moquaient de la justice. Il y a un député qui s'appelle Wilk. Il est maintenant parti de Revin, il était temps, il a fait beaucoup de tort à la région. Lui avait dit d'une juge qui voulait fermer l'usine de métal blanc, il a dit que la décision de la juge était idiote et imbécile. Il n'avait pas lu une page du dossier. S'il avait vu les quantités, mais considérables, que cette usine rejetait dans l'air, dans l'eau, partout, s'il avait lu une page, il n'aurait pas osé dire ça. Il n'a jamais vu le dossier et il disait, donc, Monsieur Wilk, député, je dis bien haut son nom, qui a sévi, qui a été à Revin, on ne l'a plus élu, mais je pense qu'il y a des raisons qu'on ne l'ait plus élu. Il est parti ailleurs, je ne sais pas où. Eh bien, avait dit de la justice, d'une juge, que sa décision de fermer ce dépotoir, que cette décision était idiote et imbécile. Oui. La France est une belle poubelle. Une poubelle. Beaucoup de pays d'Europe, la France devrait avoir honte et se taire. Leur politique est de toute façon verrouillée. Ils sont tous soumis au lobby, à tous les lobbies nucléaires et autres. C'est pour beaucoup de pays, quoi. Oui, mais la France qui se croit un modèle de démocratie et tout. Ah non. On sacrifie des villages et des villes juste au nom d'un mythe suranné qui est le mythe de l'emploi. Mais les premières victimes, c'est les salariés. Alors qu'on arrête de parler de l'emploi. Et en plus, ces usines sont subventionnées pour continuer de polluer. Si on les subventionnait plus, elles arrêteraient peut-être. Mais on ne le fait pas, on ne contrôle pas. On verse dans des gouffres, dans des usines qui polluent. Et après, on a les actionnaires qui profitent de l'argent public versé dans ces dépotoirs. Donc les dépotoirs, ça rapporte une fortune. Hein. Il y a pas, je parle du recyclage, des dépotoirs de faux recyclage, ça leur rapporte une fortune et les actionnaires se repaissent de cette saleté. Les actionnaires en vivent de ça. Des deniers publics qu'on a injectés dedans. C'est comme ça que ça se passe. Le CNID informe depuis plus de 10 ans sur les liens entre incinération et risques sur l'environnement et la santé. Malgré les évolutions réglementaires et technologiques, le procédé d'incinération reste un producteur et un diffuseur de substances polluantes dans l'environnement avec des effets sur la santé humaine. Avant 2002, en France, aucune limitation n'était imposée aux incinérateurs, dont les émissions n'étaient pas contrôlées. Seules quelques recommandations d'exploitation étaient données dans un arrêté de 1991. En 2000, une directive européenne vient fixer pour la première fois des normes d'émissions pour les incinérateurs.
En 1989, une première directive européenne imposait seulement une limite pour les poussières et le monoxyde de carbone. C'est pendant la période légale de transposition de la directive par les États, en 2001, qu'éclate le scandale de la contamination à la dioxine par l'incinérateur de Gilly-sur-Isère. Ce sont des concentrations de dioxine 750 fois supérieures aux normes européennes de 2000 qui sont relevées autour de cet incinérateur savoyard. Outre la contamination des troupeaux et des produits laitiers, ce sont 82 cancers qui sont constatés à proximité de l'usine. 200 riverains portent alors plainte. Malheureusement, l'existence d'un temps de latence entre l'exposition à des substances cancérigènes comme les dioxines chlorées et l'apparition de la maladie empêche encore aujourd'hui les scientifiques d'établir un lien de causalité indéfectible. La mise en danger de la vie d'autrui ne sera pas reconnue et les victimes n'obtiendront donc pas justice. Bon, le simple citoyen, bon, il devrait se tenir informé, mais il peut arriver qu'on ne soit pas au courant de tous les sujets. Mais celui qui est décideur, c'est vrai qu'il a le devoir de s'informer. Parce que quand ils disent ils ne savaient pas, un des principaux qui a soutenu ce projet au début, Maurice Ravignon, il nous a dit lors d'une réunion publique que moi je ne pensais pas du tout qu'il y avait des problèmes avec un incinérateur. Mais il ne s'est pas tellement renseigné, parce que si on se renseigne un peu sur la question, on en prend conscience. Ben, il a le droit de dire je ne suis pas au courant et ensuite de se renseigner puis d'apporter une autre réponse par la suite. Mais il avait d'abord soutenu avant de se renseigner. Il commence à se renseigner uniquement à cause de tout le mouvement de résistance. Donc on sait que l'incinération des déchets est dangereuse. Donc que faire? Il faut diminuer notre production de déchets. Mais ça, on ne dit pas assez. Les gens sont soumis à la publicité de la télévision, etc. Consommer, acheter des choses inutiles. Il faut produire moins de déchets. Il faut faire notre compost avec tous nos déchets alimentaires. Il faut refuser les sacs plastiques, les contenants plastiques que nous donnent les vendeurs, les commerçants. Vider ces emballages et laisser-les dans les poubelles des grands magasins. Faire moins de déchets. Il faut que les gens soient informés. Il faut absolument qu'on leur répète sans arrêt cette chose. Et à ce moment-là, on aura besoin de moins d'incinérateurs. Et il est évident qu'il faut arriver petit à petit à diminuer, supprimer les incinérateurs. Voilà, donc on a reçu beaucoup de messages, de remerciements, de soutien quand on a annoncé la décision du préfet. Et bon, ça fait plaisir, ça encourage. Donc je vais en lire quelques-uns. Merci pour l'info. Mes remerciements à tous pour votre travail efficace et constant qui permettra à tous de continuer à jouir d'une atmosphère presque saine. Quel plaisir de lire ces bonnes nouvelles. Pour une fois, le bon sens l'a emporté sur le profit. Mais restons vigilants. Jean-Pierre. Le travail de quelques-uns profite à une large communauté, souvent ingrate. Je n'ai pas été actif dans vos démarches, mais je vous en suis très sincèrement reconnaissant. Je termine par Yvan. Bravo à vous tous pour la belle mobilisation qui a abouti. Bravo au comité de vigilance. Bravo à tous ceux qui ont participé à la campagne d'information des populations limitrophes. Bravo à tous ceux qui se sont déplacés pour exprimer leur avis lors de l'enquête publique. Et bravo aux quelques personnalités politiques qui ont pris une position claire et qui se sont mouillées. Restons tout de même vigilants pour les 2 mois à venir. Et surtout, faisons savoir partout que la lutte citoyenne porte ses fruits. Ne laissons pas place au fatalisme, agissons. Ce fut une formidable aventure humaine. Au début, il y a environ 3 ans, on se comptait sur les doigts de la main et à la fin, on a réussi à gagner. Donc la masse des Giftois était sans réaction. Si monsieur le maire l'a dit, c'est que c'est un bon projet. C'est déjà décidé, on ne peut rien. Heureusement, les Belges se sont levés, ont mis des affiches à leurs fenêtres, sont venus aux réunions publiques alors que les Giftois n'osaient pas prendre position et que les élus de la majorité les empêchaient de coller des affiches. Chacun, selon ses compétences et son temps, a œuvré. Sylvain Baumel, à la base, nous a alertés. Frédéric Lebrun, de par ses connaissances techniques et son expérience de ce type d'usine. Claudine Bertrand, qui organisait les réunions du début.
le dynamisme des Belges, l'imprimeur qui nous a imprimé nos affiches, tous ceux qui ont distribué les tracts et fait signer les pétitions dans le froid. On a eu la chance aussi d'avoir à ce moment-là un préfet intelligent, ayant fait des études, ayant d'expérience, bref, compétent. Car qu'est-ce qui nous manque dans notre société? C'est la compétence et la conscience. Il a fait son travail, nous a reçus à plusieurs reprises, a écouté nos arguments. Le docteur Nart aussi, dermatologue belge, qui a réussi la prouesse de faire prendre position à la quasi-totalité des médecins de la région, de part et d'autre de la frontière. Aussi Catherine Utero, qui a œuvré énormément, un gros travail de secrétariat et de coordination. Joël Dujeu, grâce à ses qualités d'organisateur pour faire les réunions notamment. Tous les soirs, nous faisions à l'automne 2011 une réunion d'information dans les petites communes des alentours. Pierre Gollet aussi a œuvré et a décortiqué les dossiers grâce à ses connaissances techniques. On a réussi à faire se contredire M. Boris Ravignon, conseiller du développement durable de M. Sarkozy à l'Élysée, qui dès le départ posait avec les porteurs de projets et les politiciens locaux, mais qui lors de la dernière campagne électorale des députés a dit qu'il était contre si cela nuisait à la santé. Il était temps de changer d'avis. Les conseillers municipaux de la majorité de Givet soit n'ont rien osé dire, soit continuent encore actuellement à dire que c'est une usine écologique et ils n'ont pas eu le courage de voter pour ou contre s'en remettant à l'avis du préfet, mais malgré que le préfet actuellement ait dit qu'il était contre, certains encore continuent à dire « Ah mais non, c'est un bon projet d'usine biomasse ». Donc c'est la preuve qu'un petit groupe, ce petit groupe qui est à la base de Vigilants Givet, a su remuer des foules et a su gagner contre pourtant un lobbying de financiers paranoïaques et de petits gouverneurs locaux, comme quoi l'union fait la force, c'est le symbole de la Belgique, mais ça a aussi été le symbole de notre union Vigilants Givet. Voilà, et aussi on comprend dans cette histoire-là que l'apathie d'une population peut mener à des choses catastrophiques. Moi je fais un peu le lien avec le même phénomène de l'apathie de la population qui nous a mené aux guerres de 39-45 et à la passivité des gens pendant cette guerre. Ça c'est très grave quand on ne prend pas position, quand on laisse faire, on arrive à des catastrophes.